comprendre que nous devons tous radicalement changer nos modes de vie. Et ça va coûter à chacun, mais sinon il n'y aura plus de vie. Créneil Télévision, Forum des associations dans le 20e arrondissement. J'ai avec moi Françoise qui va nous parler du souvenir, le souvenir français. Alors, bonjour Françoise. Bonjour, monsieur. Alors, dites-moi, que font ces messieurs aujourd'hui sur cette grande forum des associations? Donc, nous faisons connaître le Souvenir français, qui est une association mémorielle pour rappeler au pays qu'il y a eu des guerres, malheureusement, 70, 14 et 40, et que les soldats ont été oubliés. Donc nous faisons le recensement des tombes qui concernent les personnes qui ont fait la guerre, qui sont enterrées, mais dont on ne s'occupe pas, c'est-à-dire que les tombes sont laissées à l'abandon, et les monuments qui rappellent aussi ces périodes-là. Voilà, en participant aux commémorations historiques à Paris de ces faits-là. Donc monsieur est le président, oui, et monsieur est le porte-drapeau. Nous avons 3 porte-drapeaux quand il y a des manifestations historiques auxquelles nous participons à Paris. D'accord, d'accord. Vous êtes souvent dans certains forums pour représenter les souvenirs français? Oui, bah oui, oui. Oui, bien sûr. On représente le souvenir français, c'est-à-dire le rappel de ce qui s'est passé pendant ces périodes de guerre Alors, je voudrais savoir, c'est vrai, c'est le monsieur le porte-drapeau, et puis lui, sur quels critères ils ont été choisis? Sur quels critères vous avez été choisi pour représenter Souvenir français comme président? Alors attention, nous on est juste le comité du 20e, d'accord? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paris a 20 arrondissements, et dans chaque arrondissement de Paris, on a un correspondant. Voilà. Donc en fait, en gros, sur Paris, on est 20 présidents, et on est au-dessus de nous, on a on va dire un responsable national qui est l'ancien contrôleur des armées, l'ancien contrôleur général des armées, le général Barcellini, qui en fait nous chapeaute. Alors comment on a été élu? En fait, quelque part, en fait, c'est pendant une période un peu difficile où on a eu notre ancien président qui est décédé, et on n'avait personne pour le remplacer, et on m'a proposé le poste. Et donc au départ j'étais un peu étonné, mais je me suis dit bon on va pas laisser le Souvenir français, qui est une vieille dame de 150 ans, enfin presque 150 ans, sans correspondant dans le 20e. Connaissant l'histoire du 20e, avec des monuments qui sont au Père-Lachaise. Je ne sais pas si vous avez été au Père-Lachaise, on pourra vous inviter si vous le souhaitez. Il y a des monuments très importants de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la guerre de 1870. Et nous, cette année, comme c'est les 150 ans de la guerre de 1870, on est en train de nettoyer un monument avec 4 soldats. Et vous pourrez filmer après les photos des soldats. Ce sont ces 4 soldats qui représentent en fait les 4 armes qui ont combattu contre les Prussiens pour la défense du siège de Paris en 1870. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de nettoyer et de préserver ce monument, mais aussi de faire transmettre cette mémoire aux jeunes générations. Donc on veut faire une cérémonie l'année prochaine, à cause du Covid, on a un petit peu décalé la réunion, mais on veut refaire une opération pour l'année prochaine, donc pendant ce qu'on appelle la semaine sanglante, c'est-à-dire 150 ans après mai 1871, pour pouvoir célébrer cette opération historique qui s'est passée vraiment au Père-Lachaise. C'est-à-dire que la fin de la commune s'est terminée au Père-Lachaise, sur le mur des fusillés. Vous pourrez aller voir mes collègues à côté, ils pourront vous le confirmer. C'est quelque chose au niveau historique très important. Alors, c'est vrai, les souvenirs français. Et vous étant président, vous représentez tout ce qui concerne le 20e.
Oui, pour la partie locale. Donc moi, je ne vais vous parler que des monuments du 20e. Maintenant, si vous voulez plus d'informations... Vous pouvez me les rémunérer tous, s'il vous plaît. Alors, en fait, il y a le cimetière de Belleville, dans lequel on a un monument des gardes républicains. On a le monument qui est derrière l'hôtel de ville à la mémoire de Léon Gambetta, pour lequel on voudrait faire une opération, puisqu'il, le 7 octobre 1870, il a fait un vol à Montgolfière, pour lequel, en fait, il a réussi à sortir du guêpier de la trappe que tendaient les Prussiens, et grâce à ça, il a pu essayer de fédérer les armées françaises qui étaient dans le sud de la France. Voilà. Malheureusement, la Prusse a été trop forte par rapport à l'armée française et on n'a pas pu continuer le combat. Ce qui fait que la guerre s'est terminée en février 1871 et elle s'est continuée parce que une partie des Parisiens dans l'Est parisien ont refusé cet arrêt de la guerre et ils n'ont pas voulu la négociation avec la Prusse et donc ils se sont rebellés contre le gouvernement et ils ont créé la Commune qui a duré un mois. Et qui s'est terminé dans le sang, la fameuse semaine sanglante. Et nous, pour cette semaine, on voudrait organiser avec nos collègues les amis de 1871 quelques cérémonies au Père-Lachaise, à Gambetta et peut-être aussi au cimetière de Belleville. C'est bien ce que vous dites, mais est-ce que les habitants du 20e, ils ont la possibilité de consulter tout ça sur le web, le numérique? Bien sûr, on a un site web, on a chacun un site web, nous on pourra vous le consulter. Alors, les références de notre site web sont ici. Donc on a un site Facebook où on a 5000 personnes qui nous suivent, on a une adresse email, on a un site web et on est sur Twitter. Donc là, on va faire des photos et on les diffusera sur Twitter lors de cette opération. Et bien sûr, vous êtes d'Haïti, c'est ça? Oui, d'Haïti. Donc je vais me renseigner, mais je pense qu'il y a un comité du souvenir français à Haïti, puisqu'il y a eu des troupes françaises à Haïti, à une époque. Donc il est légitime qu'il y ait un correspondant. Et je peux, si vous me donnez vos coordonnées, je pourrais vous le confirmer et vous donner son nom et son adresse email. C'est gentil, ouais, y a pas de problème. Bien sûr, si vous me donnez vos coordonnées, je vous donnerai le nom du contact et vous pourrez contacter avec lui. Je sais que c'est vrai. Alors, les messieurs qui font... Par exemple, vous êtes président, madame m'a dit que vous êtes 3 à porter le drapeau. Oui, en fait, on a 2 porte-drapeaux et moi en secours. S'il y en a qui se cassent une jambe, je suis en secours. Porter le drapeau, c'est comment ça? Alors, je préfère que vous lui posez la question. Ouais. Voilà, alors, c'est quoi votre responsabilité étant porteur de drapeau? Qu'est-ce que vous représentez? Disons que je représente l'association. Ah, vous représentez l'association, ouais, voilà. Vous portez le drapeau français, ouais. Et à chaque manifestation. Ouais, à chaque, ouais. Ah, à chaque, ouais. C'est un honneur pour nous de porter ouais, voilà. Français, ouais. Qui est, je peux vous montrer, oui. Qui est associé à notre comité. Voilà. Vous voyez? Comité du 20e. Et pour nous, c'est important parce qu'on accompagne toutes les cérémonies nationales et en l'honneur de tous les soldats parisiens du 20e, et il y en a beaucoup, on pourra vous le confirmer. Au Père-Lachaise, on a fait une identification de l'ensemble des soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale au Père-Lachaise. Il y en a beaucoup qui habitaient dans le 20e, qui sont morts en 14, enfin de 14 à 18, même certains en 1919. On a leur nom, on a fait un travail de recherche, d'identification, et on les a mis dans un document référentiel qu'on peut consulter sur notre site web. Voilà. Bonjour, alors APCV, ça veut dire Association pour la promotion de la culture vietnamienne. Et c'est une association qui a été fondée il y a à peu près 1 an. Et notre but, notre objectif à nous tous, c'est de promouvoir la culture vietnamienne à Paris et dans le monde à travers des Français et surtout faire le lien entre la culture française vietnamienne. Voilà. Depuis 1 an, votre association existe. Oui. On voit les chefs-d'œuvre que vous créez. C'est comment vous travaillez tout ça? Vous travaillez dans un atelier? Alors non, en fait ça c'est des objets qui nous ont été offerts en fait pour qu'on puisse créer notre petit compte en banque, on va dire, pour financer les autres activités. Et en fait les activités principales de l'association, c'est pas du tout la vente des objets, c'est par exemple le défilé des tenues comme ça traditionnelles. Le dernier qu'on avait fait, c'est en février, c'était cette année à l'hôtel de ville de Paris,
devant l'ambassade du Vietnam et devant les yeux ébahis de Madame Hidalgo. Donc ça c'est la tenue, voilà, il y a la version pour hommes qui est là. Attendez, j'ai un petit truc pour vous. Voilà. Regardez, vous pouvez filmer. Alors, ça c'est vraiment le début de l'association. Ça c'était quand on fêtait nos 1 an, avec le vin offert par un partenaire. Voilà, et ça c'est le défilé qu'on avait fait à l'hôtel de ville. Donc ça c'est une collection de Ao Dai qui a été designée par un créateur très connu au Vietnam. Et en fait, quand vous rentrez avec nous au sein de la PCV, vous avez automatiquement votre Ao Dai offert sur mesure. Donc voilà, vous par exemple, vous aurez le bleu à votre taille. D'accord. Qu'en pensez-vous, monsieur? En fait, vous pensez que... Oui, je pense que c'est très bien, c'est très joli. C'est très... Oui, c'est original, d'accord. Voilà, donc typiquement tous les membres ont un comme ça, un Ao Dai. Donc là, c'était à l'hôtel de ville où lui c'est... D'accord. Voilà. Donc par exemple... Alors, depuis 1 an, l'association existe, vous m'avez dit. Oui. Vous créez des vêtements. Un peu plus d'1 an, oui. D'accord. Oui. Alors, vous les créez à Paris ou bien vous les créez de là-bas, du Vietnam? Alors, les vêtements sont créés par une créatrice vietnamienne et qui sont envoyés ici. Et la créatrice, c'est quelqu'un de très connu, c'était la Miss Vietnam 2010. Oui. Et elle a une marque de Ao Dai très connue au Vietnam et on a réussi à lier un partenariat avec son entreprise. Et c'est elle qui nous les fabrique, qui nous les envoie. Donc nous, on envoie les mensurations et elle envoie les... Est-ce que vous arrivez est-ce que les gens achètent? Est-ce que ça marche? Ah ben bien sûr, achète ça? Non, acheter les vêtements. Les vêtements? Oui. On a combien de membres? Je pense qu'on a à peu près 200 membres aujourd'hui. Depuis et qui sont très actifs, qui sont à fond avec nous. Enfin voilà. Donc. Alors, puisque vous êtes dans le 20e, comment vous sentez la réaction des habitants du 20e avec votre création? On a eu plusieurs apparitions publiques, on va dire, avec les tenues, où on a toutes mis la tenue et on a marché dans la rue, sur le boulevard Ménilmontant. Et ça fait un très bon effet. Les gens ils nous regardaient, ils croyaient qu'on faisait un mariage ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça suscite la curiosité et je pense que c'est un très bon point. Voilà, ça participe à la diversité aussi culturelle et que c'est joli quoi. C'est une culture qui est jolie, qui est esthétique. Voilà, c'est l'essence même de cette robe de Ao Dai, c'est de tonifier un peu la beauté de la femme, les formes et tout ça, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Non mais c'est bien si vous avez déjà 200 clients qui vous commandent, c'est très bien. C'est pas que des clients, hein, c'est des membres. Ils sont là, c'est une adhésion à vie. Et ils sont là, ils participent à tous nos événements gratuitement. Oui. On fait énormément d'événements, d'ateliers pour les membres. On fait des ateliers de cuisine par exemple. Ouais. On apprend aux membres de comment faire des plats spéciaux avec notre chef. Oui. Elle est chef dans le restaurant James Boone, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Mais voilà, elle est chef et c'est elle qui gère nos ateliers de cuisine. On a aussi des ateliers de yoga par exemple, on a des cours de yoga pour les membres. Donc, c'est vrai, on voit qu'apparemment vous êtes très diversifié dans le programme. Oui, c'est vraiment la culture vietnamienne à promouvoir au monde entier, quoi. Tous les aspects culturels et surtout artistiques, parce que voilà, tout ce qu'on fait, on essaye de le faire bien, avec un sens artistique prononcé. Donc les robes comme ça, voilà, c'est des créations exprès. D'accord. Et moi je suis là. D'accord. Par rapport à ce que vous faites, vous regroupez toutes les associations vietnamiennes de Paris? Non. Alors, il y en a énormément d'associations à Paris, les associations culturelles vietnamiennes. Mais nous, on se distingue vraiment par notre côté artistique. Artistique? Oui, c'est-à-dire qu'on est dans la culture, mais on est quand même très artistique, très raffiné dans ce qu'on fait. Là, par exemple,
Ça, c'était un séminaire d'entreprise où APCV a été invité pour faire la cuisine. D'accord. Donc voilà, on fait service à table et tout. C'est la dame qui est là? Oui, voilà, c'est elle. Ouais. Donc c'est elle qui s'occupe de la cuisine. C'était un séminaire d'entreprise dans les locaux de Google. Ouais. Et voilà, ça demande un certain... que ça soit un peu graffiné. Donc ça, c'est ce qu'on fait de bien. Voilà. Il s'agit d'une association à but culturel. Donc on enseigne, on donne des cours autour des métiers d'art, des arts plastiques, arts du numérique et arts du texte. C'est des cours à l'année. C'est des cours ouverts à tout public qui se passent dans tout Paris. Et c'est des cours au rythme de 3 heures par semaine sur une saison qui va du mois de septembre au mois de juin. Voilà, nous avons un site qui est très bien fait, donc le site de Paris Atelier. Et les tarifs sont calculés en fonction des revenus de chacun sur la base notamment de l'avis d'imposition. Révélateur de vos talents, cela veut dire quoi? Est-ce que vous arrivez à susciter un talent chez quelqu'un qui arrive comme ça à l'improviste? Il veut que vous trouviez ce qu'il peut faire pour être un artiste. Dans quel domaine vous allez l'orienter? C'est-à-dire qu'en général, les gens ont la sensation d'avoir des capacités et le fait de venir s'essayer à nos pratiques fait qu'ils se rendent compte finalement qu'ils ont un savoir-faire potentiel qui reste à développer. Donc ça, c'est possible de le faire chez nous. Qu'est-ce que vous faites ici en cette grande journée porte ouverte associative? Alors, nous, on représente une association d'artistes, on est plus ou moins 150. Et pour les prochaines portes ouvertes que vous voyez là, c'est le 24, 25, c'est juste 4 jours d'affilée et on est 150. Donc vous pouvez voir Madame Yo. Mademoiselle Yo. Voilà, mon nom d'artiste c'est Mademoiselle Yo. Je vais exposer rue Boyer et comme l'a dit Clem, on est un certain nombre d'artistes à exposer des jolies choses. On attend beaucoup de visiteurs. Il y a les règles sanitaires qui seront respectées bien évidemment, donc on espère que beaucoup de visiteurs viendront nous voir. Voilà. Je comprends que vous soyez et je vous écoute. Et on a des photographes, des peintres, des sculpteurs, des gens qui font des installations, enfin c'est très varié. Et ça dure pendant 4 jours, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ah ouais, d'accord. Okay. J'ai quelque chose à ajouter. Donc nous avons un point d'accueil et dans le point d'accueil il y a tous les artistes qui exposent en petite œuvre originale de 30-30. Et donc, pour les personnes qui veulent avoir une opportunité de voir une œuvre en vrai, et comme ça on peut chercher à travers les œuvres qui nous plaisent, former un chemin, et avec les numéros qui sont attribués à tous les artistes, vous faites un chemin sur le plan qu'on a marqué et qu'on a publié en 10 000 exemplaires. Donc venez chercher vos informations, vos artistes préférés, 8 rue Ménilmontant, 8 rue de Boyer. Alors, résume-moi en quelques secondes comment ça a été né les artistes de Ménilmontant, comment ça a été, qui a eu l'idée? Alors, en effet, les artistes de Ménilmontant, ils sont nés, ça fait presque 25 ans. 25 ans, nous on est des très vieux artistes, disons une association très ancienne, de quartier. On a toujours prévolu insister sur l'importance de l'art dans notre quartier. La diversité qu'on a, nous, c'est d'être vraiment un grand groupe et fidèle depuis très longtemps. Et avec tous les changements politiques qu'il y a eu, nous, on est restés toujours en avant vers la culture et la culture différente. La culture, c'est quelque chose qui nous assimile, qui nous ensemble et qui nous fait partager des expériences très personnelles. Et les artistes de Ménilmontant, c'est une bonne représentation. Alors, je vois que aujourd'hui vous êtes 3 sur ces stands, mais vous m'avez dit que vous êtes 150. Mais comment vous arrivez à faire travailler 150 artistes sur le... Alors, comme il disait Mademoiselle Yo, chacun travaille dans son atelier plus ou moins. Et après, pour l'occasion des portes ouvertes, on ouvre nos ateliers aux gens qui normalement ils n'ont pas l'habitude de fréquenter des galeries ou des lieux.
Du coup, c'est pour ça qu'on ouvre nos portes, en effet, c'est nos ateliers. Au même temps, les gens, pas tous, ils ont des ateliers. Du coup, on expose dans des bars, dans des restaurants, dans des lieux publics les plus différents et variés. On peut saluer notre présidente qui est Muriel Dumoulin et Annette Jalilova qui est la vice-présidente, qui sont très dynamiques et qui font que l'association vive depuis tout ce temps, enfin une partie de ce temps quoi en fait. Oui, alors je comprends, c'est vrai, depuis 25 ans, ça ne devait pas être facile. Elles ne sont pas là depuis 25 ans. Hein. Ah, d'accord. Elles sont là depuis 3-4 ans, je crois à peu près. Il y a des votes régulièrement. Nous sommes une association dans le 20e, rue du Borrego. Nous sommes très investis dans le quartier, on crée du lien social, du vivre ensemble. Et une fois par an, on crée un événement qui s'appelle Village Borrego avec un méga carnaval qui rassemble plus de 1500 participants. Donc là, vous avez un petit échantillon des costumes confectionnés par Color Brasil. Voilà, vous avez un petit échantillon de costumes confectionnés par Color Brasil. Donc là, c'est la robe typiquement des écoles de samba qu'on appelle... Alors celle-ci, c'est moi qui l'ai confectionnée. Voilà, donc ça s'appelle une robe de porta-bandeira. Combien de temps pour préparer une robe comme ça? Alors, pour faire une robe comme ça, il faut compter au moins 3-4 mois. Voilà, parce que c'est très minutieux. Donc, on commence nos ateliers confection costume à partir du mois d'octobre pour notre grand festival qui s'appelle Village Borrego, Carnaval Borrego, qui aura lieu le 13 juin 2021. Et puis après, notre espace Color Brasil, on propose plein d'activités, des cours de percussion, des cours de capoeira, des cours de danse afro-brésilienne, des cours de guitare. Donc c'est la culture et le monde qui viennent à vous. Alors cette coiffe, on l'a confectionnée parce qu'on était parti sur un thème du wax. On voulait fusionner le Brésil et l'Afrique. Donc on était parti sur des tissus africains pour confectionner avec une petite touche de Brésil. Donc c'était il y a 2 ans. Donc si vous avez un petit moment, passez à notre association qui se trouve à rue du Borrego. Nous avons un atelier qui confectionne des costumes. Voilà. Donc tous les habitants du quartier viennent se joindre à nous pour nous aider à confectionner les costumes pour notre grand festival. Combien de temps pour préparer? Alors celle-ci c'est pareil, c'est au moins 15 heures de travail parce qu'on part sur un patron, on fait du fer et puis après on travaille avec matières recyclées, carton, on fait des patrons et puis après qu'avec de la récup, donc il y a au moins 15 heures de travail dessus. Après celle-ci, alors celle-ci c'est très long à faire. Oui. Voilà, celle-ci est très longue à faire. Parce que c'est pareil, on part sur l'armature de fer, après on fait un patron à base de carton, on fait un patron à base de feutrine, et puis après il faut broder. Donc celle-ci au moins il y a 20 heures de travail. Voilà. Donc, vous la faites sur commande ou... Non, en fait c'est notre école Color Brasil. Nous sommes comme une école de samba. Au Brésil, les écoles de samba, au-delà d'être institutions de musique et de danse, c'est des vraies institutions du quartier. Donc, alors, au Brésil, vous êtes une association, vous avez combien de personnes qui font partie? Alors, nous sommes une association, nous avons à peu près 500 adhérents. Alors, Couleur Brésil, vous travaillez avec la France. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres pays? Alors, on travaille avec le Brésil. Nous faisons aussi de l'humanitaire au Togo, dans une orphelinat. Voilà. Et puis après, notre association héberge au moins une quinzaine d'associations qui viennent un peu de partout. Et puis pendant le festival qui s'appelle Village Borrego, nous avons à peu près une quinzaine d'associations qui viennent d'extérieur pour participer à cet grand événement qui s'appelle Village Borrego, Carnaval Borrego, qui aura lieu le 13 juin 2021. Et pendant une semaine, on propose des événements dans la rue. Voilà. On voit que vous apprenez aussi aux gens, vos professeurs, à danser. On apprend les gens à danser, on les apprend à jouer de la musique, on les apprend à chanter, on rit beaucoup, on partage, on crée du lien social et parfois on pleure aussi. Vous
enfin, notre télévision, Haïti Média Télé, a la chance de vous rencontrer. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme leçon? Parce que quelqu'un comme vous, comme une légende, vous côtoyez beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens? Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, la musique, la danse n'a pas de frontières. La culture, elle n'a pas de frontières. Donc fusionnons, partageons, créons du lien social. Avec ce qui se passe actuellement, nous traversons une période très difficile. Mais avec la culture, avec le partage, avec le lien social, restons ensemble, nous allons arriver. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci, le message sera passé. Et puis, les gens peuvent vous contacter par... Alors, vous pouvez nous contacter par mail. Alors, c'est couleur au pluriel, Brasil avec un Z, @gmail. Ou bien vous allez sur notre site internet www.couleursbrasil.com. Voilà, et moi je suis Maria Gonçalves de Barros, je suis de Bahia, du Brésil. Donc voilà, j'ai créé cette structure en 2003 et ça fait 10 ans que nous avons nos locaux dans le 20e rue du Borrego. Bonsoir. Alors expliquez-moi comment ça va se passer bientôt. Alors pendant 4 jours, le 24, le 25, le 26 et le 27, en même temps que les portes ouvertes des artistes de Ménilmontant, dans la rue du Retrait, au numéro 20 de la rue, il va y avoir des manifestations. Entre autres, 20 artistes seront exposés au numéro 20. Et il y aura des concerts, un récital lyrique, de la musique. Tout le programme est là, je vous le confie bien volontiers. Et ça va être 4 jours de bonheur et de fête, en même temps que les portes ouvertes, donc ça tombe parfaitement bien. Je comprends tout ça. C'est qui est à l'initiative de ce programme? Alors, à l'initiative de ce programme, c'est le président de l'association du Ratray, qui est lui-même artiste, Bertrand Bellon, qui habite ce lieu, qui est un très beau lieu. Et il n'est pas là cet après-midi. Il sera là, bien sûr, pendant les portes ouvertes. Et il a décidé, il habite une très belle maison, il a décidé de faire profiter de sa maison des artistes depuis 20 ans. Donc, depuis 20 ans, tous les ans, à la même époque, il crée un festival, le Festival du Ratray, qui allie la présentation d'artistes, photographes, peintres, sculpteurs, mais également des spectacles. Et il y aura des spectacles dans la rue le samedi et le dimanche. C'est bien ça, hein, Blanche? Merci, obrigado. Vous pouvez enlever le masque pendant quelques secondes. Muito obrigado, Axé. Venez nous rencontrer, Espace Couleur Brasil, 20 rue du Borrego, www.couleursbrasil.com. Je vous attends. À très bientôt. C'est la fête des associations, Forum des associations, Paris 20e Forum des associations. Vous voyez, ça fonctionne. Vous voyez, les gens continuent de se communiquer, de se rencontrer. Bonsoir. Alors, vous êtes dans le 20e arrondissement, Forum des associations. Alors, vous représentez quoi ici aujourd'hui? Ok, bon, aujourd'hui, on est famille Je vous aime, fondatrice Madame Merville Villa et Monsieur le secrétaire, Monsieur Jean-Philippe, et moi-même déjà qui est le directeur de l'association Famille Je vous aime, Monsieur Banal Brice. Et on a la créatrice Bonjour. Madame Paola Samba. Voilà. Donc aujourd'hui on a entendu parler du forum associatif, dont on est venu non seulement pour présenter l'association. On est venu pour présenter l'association, proposer les différentes activités que l'association propose, comme des activités sportives, des concerts avec des artistes et de la confection artisanale, de la récup, un petit peu de tout. Voilà. Un peu de tout, dans le sens que voilà, en même temps, pourquoi ne pas aussi recevoir des collaborations, des partenaires, voilà. Et tout, donc du coup, un peu de tout, un peu le global, donc du coup on est là. On observe. On est là comme toutes les associations, on cherche des partenaires, on cherche des adhérents et tout. Donc voilà, on observe, on échange, donc c'est un peu ça le gros bal quoi. Est-ce que vous avez trouvé des partenaires? Parce qu'on est alors, quand même partenaires. Parce qu'on est à 17h. Pour le moment, franchement, aujourd'hui, on dira non. Aujourd'hui, on dira non.
Mais il y a quand même... Il y a beaucoup de partenaires qui suivent cette association. Et qui sont intéressés, donc du coup pas mal d'échanges de numéros de téléphone, donc du coup maintenant par la suite, le reste reste à venir quoi en fait. Les échanges se sont faits et avec le temps on espère justement qu'on nous appellera et puis... Dites-moi quelques secondes, comment vous sentez la psychologie des gens? Elle est positive. Positive? Oui, pour moi, je pense qu'elle est positive. Parce que les gens sont ouverts à justement la discussion. Oui. Ils sont ouverts aux associations. Ils font le tour, ils regardent, ils posent des questions. Alors je pense que c'est positif parce qu'ils sont vraiment intéressés. Alors, malgré le Covid, là, vous savez qu'il fait un ravage énorme. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que les activités doivent continuer? Après maintenant, comme dit madame la fondatrice, madame Merveille Villa, il faut rendre ses faiblesses en force. Donc conclusion, même s'il y a le Covid, même si c'est difficile, voilà, il faut que la vie continue. La vie continue et surtout n'oubliez pas de mettre voilà, le masque. On se protège, on met les masques, mais la vie continue. Il ne faut pas qu'on arrête nos activités justement à cause de ce Covid. Parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps et beaucoup d'économies et beaucoup de plein de choses. Alors je pense qu'on doit tous se protéger avec le masque, mais reprendre les activités normales. Merci. Alors, si les gens souhaitent vous contacter à travers votre association, ils peuvent vous contacter comment? Après maintenant, pour tout ce qui est contact maintenant pour l'association, tout simplement, ces familles, je vous aime. On a un lien sur Internet, on a une radio. Et on a les cartes, voilà. La radio, par exemple. Le lien de la radio, par exemple, je vais donner mon site web, par exemple, pour commencer, www.onelion.music.com, www.onlionmusic.com, et sur le site, vous pouvez voir le site de la radio, donc du coup, vous connectez et suivre directement et tout. Et quant au reste, vous avez la page de la fondatrice, madame Merveille Villa, Facebook, et tout, donc vous pouvez la rejoindre, vous pouvez la retrouver, donc du coup, donc voilà quoi en fait. Je vous remercie, c'est nous. Et à très bientôt. Merci, bonne continuation à vous.
On fait la promotion de la culture espagnole, plus précisément de l'Andalousie. On a l'Andalousie qui coule dans notre sang. On fait des spectacles, des manifestations dans le quartier. On anime, on apporte la joie de vivre pour les habitants du 20e. On est ouvert au monde, on fait des échanges les uns des autres avec de la culture, des cultures différentes. La semaine prochaine d'ailleurs, on va faire la Feria de Séville à Paris, sur la place Martanado. Et donc il y aura toute l'équipe de Casa Dalia qui va faire des représentations. Et on a invité quelques artistes, tels que l'artiste de la danse japonaise, les artistes ici à côté de moi, ils vont venir intervenir. On est ouvert au monde. Sinon, on donne des cours de danse avec le professeur Isaac de Rodea de Grenada et Diego, le guitariste de Grenada. Alors, votre association existe depuis combien d'années? Alors, on est là depuis 2016. On est jeune et on est fort. Allez. En 4 ans d'existence dans le 20e, alors dites-moi, comment vous sentez tous ces gens qui viennent danser sur qui apprécient votre... Je sens du répondant. Je sens que les gens sont là. À chaque manifestation, les gens sont là présents. Ils sont là, ils assistent à nos événements. Et à la fin des prestations, ils viennent nous remercier parce qu'ils nous disent « Vous nous avez apporté le bonheur et la joie dans notre cœur ». Alors vous dites bien, vous promotionnez la culture andalousienne. Oui, on peut comprendre la culture espagnole andalousienne alors à travers sa danse, à travers les cours de danse qu'on donne, à travers la langue qu'on enseigne, à travers tous les instruments qu'on utilise. Et bien sûr, nous sommes partenaires également avec l'Office de tourisme d'Andalousie, où nous avons les brochures ici, où on peut faire des échanges avec l'Office de tourisme d'Andalousie. Et les gens ils peuvent s'imprégner. On organise également la journée de l'Espagne le 12 octobre où on va parler de la culture espagnole. À ce moment-là, les gens ils peuvent également s'imprégner sur le plan historique, sur un documentaire des intervenants historiques avec la revue Luz and Calor, des films, des courts-métrages. Et voilà, on fera découvrir et on fait découvrir. Donc les gens, à travers la feria par exemple la semaine prochaine, les gens ils vont comprendre, ils vont découvrir les produits espagnols, ils vont découvrir le train de vie en Espagne, comment on est avec la joie. Ils vont trouver des costumes de flamenca, ils peuvent revoir le spectacle de flamenco avec Diana Reguiano cette année, etc., etc. Plein de choses. Il faut venir nous voir. Y le pusieron Triana y le echó el agua bendita, el párroco de Santa Ana, y le echó el agua bendita, el párroco de Santa Ana. Vaya un bautizo con arte, puso barro en la boca, puso vino y et on faisait notre feria sur les balcons, bien sûr. Et d'ailleurs, comment elle a été touchée cette année, on devait recevoir la présidente de l'Office de tourisme d'Andalousie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir. Bien sûr qu'on a été touchés. Les cours, on a dû arrêter, comme tout le monde, bien entendu. D'accord. C'est vrai, étant responsable associative, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Quelle leçon que vous souhaitez faire passer aux gens? Vivre, et vivre pleinement sa vie et danser, écouter de la musique et danser. Et vivre au jour le jour, franchement vivre au jour le jour. On l'a vu pendant 2 mois de confinement, on ne savait pas si on allait sortir vivant ou pas. On ne savait pas si on allait revoir nos proches. On savait pas. Et là, on appréciait de sortir, de respirer et d'être avec les autres, le contact des autres. C'est tout. Respirer. Si vous dites qu'il y a des richesses à construire, ça fait une diversité. Et comment vous trouvez cette diversité à travers la langue? Alors, vous posez une très bonne question parce que quand l'Italie est née, à l'époque, le premier président, enfin pas le président, le premier ministre, c'est encore un royaume, a posé une question très précise. On a fait l'unité d'Italie, on a créé un État, maintenant il faut faire les Italiens. Pourquoi? Parce que les Italiens parlaient tous, ou presque, les patois, les dialectes. Et il existait
que l'italien littéraire. Et c'était en 1870, la capitale, 61 déjà le pays, avec Rome pour capitale, 10 ans plus tard, 70-71, c'était à cheval de deux années. Et donc, c'est une histoire aussi de la naissance, vraiment, d'une unité. On évoque encore aujourd'hui l'anniversaire de l'unité, et l'unité linguistique, et on se pose toujours une question, quel italien enseigner? Mais aujourd'hui, il existe l'italien commun, et bien évidemment, on transmet celui-là. Après, quand on enseigne, par exemple, la littérature, on enseigne tous les variants parce que les textes sont colorés, quand vous voyez des spectacles, quand vous entendez les chansons. Alors là, vous en avez de chaque région et là, vous trouvez la diversité qui existe dans ce pays parce qu'il est toujours très varié. Mais il faut quand même songer à un simple fait. Il suffit de regarder la carte. Ce pays, au nord, côtoie l'Europe centrale et au sud, l'Afrique. L'île Lampedusa est plus près des côtes tunisiennes que de l'Europe. C'est pour ça que les migrants passent par là, parce que physiquement, c'est déjà l'Afrique. C'est vrai, on voit tout ça, c'est très littéraire tout ça. Littéraire si vous voulez, mais c'est la réalité. Oui. C'est la réalité d'une vie. Vous savez, quand vous allez dans un restaurant italien, un restaurant italien, ça n'existe pas. La cuisine italienne, ça n'existe pas. C'est une mosaïque des cuisines, des cultures régionales, des coutumes régionales. Donc, si vous allez dans un bon restaurant, ce n'est pas un restaurant italien, c'est un restaurant de Venise, un restaurant de Naples, un restaurant de Sicile. Oui. La vraie cuisine italienne est toujours régionale, parce que chacun sait mieux faire ce qu'il a appris à la maison. Oui. Ah ouais. Voilà, et c'est pareil pour tout, hein, parce que d'où vient la cuisine? En Italie, c'est une cuisine traditionnelle, c'est une cuisine qui est liée à la terre, qui est liée à la nature. Et c'est une cuisine qui vient de la mer, du sol. C'est lié effectivement à cette diversité régionale et historique, bien évidemment. Mais c'est très bien de nous éclaircir sur cette réalité qu'on trouve à travers ce que vous faites, la langue, une civilisation italienne, c'est bien. Exactement. Pour rendre ça plus explicite, c'est bien. Ah mais vous savez, la langue, ça sert pour unir les hommes, pour faire communiquer les hommes. Donc nous, c'est l'homme par derrière qui nous intéresse. Voilà. Donc même pendant nos voyages, on ne voyage pas à l'américaine. Ce sont toujours des voyages thématiques dans un coin. Et même là, on fait le maximum pour faire rencontrer les gens, pour échanger vraiment avec des gens. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on a fait la Sicile, alors à Palerme, grâce au guide qui était un ami à moi, on a visité au cœur du Palerme une ferme bio-solidaire qui était fondée par un prêtre du coin pour récupérer les enfants, pour les occuper, pour les porter vers les études, pour qu'ils ne deviennent pas la proie de la mafia. C'était vraiment quelqu'un qui était très engagé dans la lutte anti-mafia et c'était par le biais de la terre, de travailler la terre avec des animaux, il n'y avait pas seulement du végétal, avec ces mômes qui auraient été perdus et qui réussissaient à porter jusqu'au banc de l'université. C'est absolument extraordinaire et on a pu échanger avec eux et voir ce que c'était dans la pratique. Donc voyez-vous, des rencontres comme ça où on touche à la vie. Oui, c'est bien. Voilà, donc c'est un tout petit peu notre but. C'est très bien. Mais je ne peux pas finir cette interview sans vous parler. Est-ce que, c'est vrai, votre association n'a pas été touchée par les 2 mois de confinement aussi? Bien sûr. Alors, et malheureusement, on a été aussi obligé d'annuler un voyage en Basilicata dans le Midi. Alors que on était vraiment très triste parce que pareil, on devait faire par moitié culture-nature. Donc découvrir aussi par une coopérative, même pas une agence de voyage coopérative qui fait le trekking en marchant dans la nature. Et bien évidemment, il y avait le côté historique. Alors côté cours, on a tout fait en ligne. C'était pas idéal, mais ça nous a permis de pouvoir assurer, voilà, et de ne pas couper, voilà. Donc et d'ailleurs on continue encore cette année en partie, enfin
le gros, c'est le présentiel, mais on garde quand même en partie des cours en ligne, aussi parce que les gens peuvent être en quarantaine, peuvent être des personnes, par exemple, à la retraite, sont encore dans la résidence secondaire ou se sont un peu sauvés de Paris. Donc pour pouvoir garder le contact, pouvoir continuer à travailler en ligne. Mais on est bien content de se retrouver en chair et os. Mais d'après vous, est-ce que vous pensez que les gens doivent continuer à vivre avec cette pandémie? Vous savez quoi? Je pense qu'on a fait partie, nous, du vrai médicament. Parce que ce que je trouve le plus déplorable dans l'organisation collective, c'est que l'immunité, la meilleure défense c'est quand même l'immunité, c'est dans la tête et dans le ventre. Si les gens vivent stressés, déprimés, et malheureusement je vois même parmi mes élèves qui sont tombés dans la dépression, c'est très mauvais. Alors que moi je cherchais en tant que prof, mes collègues également, on cherchait à faire changer les idées, surtout quand les gens étaient seuls chez eux, parce que c'est quand même l'image, on échangeait comme si on était physiquement présent. Et je pense que ça donnait une bouffée d'oxygène, parce que le but des associations, c'est pas seulement transmettre un savoir, il y a une dimension humaine qui est très importante. Ça fait un lien, et pour tout le monde. Et je pense que pendant cette pandémie, c'était doublement important. Même pas transmettre le savoir, mais les rencontres et faire sortir, faire penser à autre chose. Et puis aussi, les gens ont un but, un petit projet, si on veut, quand on apprend une langue. Et ça faisait un peu oublier toute cette morosité ambiante. Et je pense que ça permet aux gens de ne pas sombrer. Mais d'après vous, les 2 mois de confinement, ce n'était pas une bonne chose? Je pense, non, c'était nécessaire. Je ne dis pas que ce n'était pas une bonne chose. Ce qui n'est pas une bonne chose, à mon avis, c'est trop insister sur le côté négatif. Il faut donner aux gens un peu d'espoir, parler aussi des choses qui sont positives. Parler de... Bien sûr, il y avait un formidable élan de solidarité, ça c'était beau. Mais moi, j'aurais beaucoup plus parlé des gens qui, sur leur balcon, faisaient des petits concerts de musique que parler toujours de l'alignement des cadavres. Voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours peser, bien sûr, les gens doivent savoir connaître la réalité. Et il fallait protéger. Mais la presse a trop parlé, c'est une chose. Voilà, c'était un peu... Il faut pas broyer le noir. Il faut être dans l'esprit positif, puis de toute façon, cette pandémie, elle va un jour se terminer. Voilà, ce sera un mauvais souvenir. Mais... Vous êtes sûr que les choses vont revenir comme avant? Non. Non, parce que la société aura changé. Mais je pense pas forcément dans le mauvais sens, parce que cette pandémie est d'abord, à mes yeux, liée au changement climatique, à l'environnement. Parce que vous savez qu'il y a des virus qui se libèrent aussi, qui sont même dans le permafrost, qui sont doublement plus dangereux que celui-ci. Et je pense que ça a fait prendre conscience aux citoyens, tout bêtement, aux gens, peut-être pas encore complètement aux politiques, mais au moins aux citoyens, que si nous ne changeons pas, nous allons contre le mur. Et là, la pandémie, c'est quand même un tournant. Le monde d'après ne sera plus jamais comme le monde d'avant. Je pense que ça a changé sur la psychologie collective. Et peut-être pas seulement dans le mauvais sens. Pour moi, ça a peut-être une utilité dans le sens que, bon, heureusement, les hommes ont besoin des claques, comme des enfants, pour comprendre que nous devons tous radicalement changer nos modes de vie. Et ça va coûter à chacun, mais sinon, il n'y aura plus de vie. Vous pensez que les gens vont devenir plus humaines après cette pandémie? Je l'espère. Je ne le sais pas, on verra, mais je l'espère. Flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. L'adresse est au 38 rue des Ormeaux, je vous invite à venir danser. Donc voilà. Comment vous avez eu l'inspiration de devenir prof de danse?
Moi j'adore, la danse c'est ma passion. Du coup j'ai vu une fois un couple danser, faire une démonstration et du coup depuis j'ai aimé beaucoup faire cela et je me suis mis à la danse. Et là ça fait 15 ans que je danse et j'aime toujours cela. Après 15 ans, maintenant vous avez une association dans le 20e. Ouais. Et comment vous sentez tout ça dans le regard des gens? Je trouve ça beau de faire une activité culturelle qui fait plaisir aux gens, qui donne de la motivation, qui permet aux gens de se dépenser après le boulot, une journée de boulot, d'avoir du fun quoi, à la fin de la journée. Oui, la danse, on s'exprime, donc ça rend heureux forcément. On s'exprime, il y a la musique, il y a le mouvement, il y a la partenaire. Donc tout ça rentre en jeu pour faire une belle danse, pour rentrer en cohésion avec la musique. C'est un très beau sentiment. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et tragique ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde. Aujourd'hui, c'est la grande journée pour les associations dans le 20e, c'est le forum. Donc c'est de 10h à 19h, on a présenté toutes les associations culturelles, sportives, solidarité, liens sociaux. Alors des associations dans le 20e, il y en a 3000, il y en a 1000 inscrites à la maison des associations du 20e, la MVAC 20, on l'appelle, son petit nom. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 160. Alors en fait, il y a 4 villages, 5 villages. Il y a le village culturel, le village vie locale, le village de sport, le village de la démocratie locale et participative, et le village culture, je crois que j'en ai pas oublié, donc 5 villages. Cette année, on a voulu deux choses particulières, d'ouvrir un village sur la démocratie locale et participative, et on a organisé une table ronde qui sont une invitation pour les assises de la démocratie locale dans le 20e, qui vont avoir lieu dans 2 mois à peu près. Parce que bon, j'ai compris que c'est vrai, ça a été réussi, cette bonne journée, mais malgré cette pandémie, les gens, est-ce que ça a marché, les gens étaient présents? Ah, mais on n'a eu aucun problème de fréquentation, simplement il a fallu distancier les gens et on y est parvenu. Non, pas là-dessus. Non, on a eu du monde et puis c'est un monde qui s'est étalé. Alors là, je me suis légèrement tourné pour vous faire voir derrière moi. On a fait une deuxième action particulière sur ce forum des assos. On a voulu rendre hommage à tous les acteurs spontanés qui se sont révélés solidaires pendant la crise du coronavirus à Paris, sur le 20e. Donc parmi eux, ça commence de la voisine qui s'est occupé des courses de sa voisine âgée, et ça va jusqu'au Théâtre de la Colline qui a tenu un journal de confinement, son directeur. Ça passe bien sûr par tout le milieu associatif et plein de collectifs qui ne sont même pas des assos, qui sont nés spontanément. Et je voudrais peut-être vous en parler, je peux vous parler de la Team Belleville, qui a fabriqué des milliers de masques, qui a fabriqué ici des repas pour les soignants. Ici, ils ont offert des pommades pour soigner les soignants parce qu'ils avaient des problèmes de peau avec les masques. Ils ont fait aussi des gâteaux. Enfin, voilà, il y a toute une histoire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez filmer ce remerciement et ce résumé de leur action. Voilà. Après,
est né pendant le confinement un deuxième projet qu'on a voulu mettre à l'honneur qui s'appelle FAB, les fabricants, amateurs, amatrices des amandiers de Belleville. Et en fait, c'est un départ de projet collectif qui sera peut-être une association. Et plein de gens savent faire des choses, de la couture, de la cuisine, enfin des objets, enfin qui fabriquent. Mais ils n'ont pas un statut professionnel, ils fabriquent en petite quantité et l'idée c'est que tous ces acteurs s'associent pour monter une structure qui va inventer un moyen de faire des revenus complémentaires. Donc ça c'est une idée qui est née du confinement. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier, je ne vais pas vous étaler davantage. Alors c'est vrai, on a compris que d'après vous, il faut que la vie continue malgré cette pandémie. Ben, bien sûr. Maintenir, vous avez fait en sorte avec M. le maire, bien sûr, que la fédération de l'organisation soit maintenue où les gens peuvent se rencontrer. Ben, en fait, il y a des directives de lutte contre le virus qui évoluent en permanence et qu'il faut respecter. À partir du moment où on est capable de les respecter, on peut maintenir les événements. Maintenant, je ne vous cache pas que si les règles sanitaires s'étaient durcies, on était prêt à annuler cette belle journée. Et on ne l'a pas fait. Donc c'est une bonne nouvelle et ça s'est très bien passé. Je pense qu'on n'a pas généré un cluster de Covid. Et on a peut-être généré un cluster de solidarité et de bonheur de vivre dans le 20e, surtout avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Enfants, pour comprendre que nous devons tous radicalement changer nos modes de vie. Et ça va coûter à chacun, mais sinon il n'y aura plus de vie.